cas, merci de votre invitation, de retrouver des visages connus et des paroles fortes dans ce domaine, et puis en même temps de venir à Aix, on est voisins, quoi. Donc ça fait aussi plaisir de vous rencontrer. Et je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de le faire, mais souvent, c'est les échanges avec les soignants qui font enrichir le texte et enrichir la réflexion. Et donc, le peu que j'ai entendu là, continue à me convaincre que notre système est un peu rigide et cloisonné et qui mériterait un peu de souplesse et d'ouverture. Parler des lois, pourquoi des lois ? En fait, on devrait dire, si on revient, vous savez, à tout ce qu'écrivait Montesquieu à l'époque, est-ce qu'il vaut mieux des bonnes mœurs ou des bonnes lois ? Si on fait des lois et qu'elles ne rentrent pas dans les mœurs, ça ne sert à rien. Mais si on fait des mœurs qui n'ont pas besoin de loi, c'est idéal. Sauf que, de temps en temps, on a besoin de la loi pour faire actionner le levier qui fait qu'on va un peu plus loin, on comprend un peu mieux, on a un cadre, on s'y réfère. Et donc, la loi arrive dans un contexte qui est un contexte d'une société qui est la nôtre. C'est une banalité que de dire ça. Mais quand même, rappelons quand même quelques petits éléments de la société dans laquelle on vit. Le premier élément, c'est que depuis toujours, la mort, c'est quelque chose que l'on sait, mais que l'on n'imagine pas. Donc Freud disait que nous sentons tous comme des immortels, effectivement, tant que l'échéance n'arrive pas, tant que la proximité n'est pas là. La mort, c'est un horizon, et au fur et à mesure que je marche, l'horizon s'éloigne. Donc un jour, oui, je sais. Mais enfin, en me levant le matin... ce matin, ça ne m'a même pas traversé l'esprit que je pouvais mourir sur la route. Et pourtant, c'est une possibilité. Donc, ça veut dire que nous nous levons tous les matins en sachant que nous pourrions éventuellement mourir, mais en n'ayant pas du tout conscience que ça peut arriver. La preuve, c'est qu'on dit, la semaine prochaine ou dans 15 jours, j'irai à Nantes, et puis à Noël, je ferai ceci ou cela. Inenvisageable. La mort est inenvisageable, inenvisagée. Et elle est d'autant plus que la mort, c'est toujours l'autre, puisque moi-même, je n'aurai jamais l'expérience de ma mort et je ne la vis qu'au travers de l'autre. Et d'ailleurs, c'est la mort de l'autre, et plus particulièrement de celui que j'aime, qui me marque définitivement d'une cicatrice indélébile et qui fait que j'ai une position à partir de cette mort. Combien de fois, moi, j'ai entendu dans les débats à l'Assemblée nationale avec les députés qui disaient « Moi, j'ai connu mon père, ça s'est passé comme ça, et je ne veux pas que... » Et donc, en conséquence, je pense qu'il faut... telle loi ou pas. Voilà. Donc ça, c'est les premiers éléments qui sont des phénomènes anthropologiques assez classiques, assez connus. Sur le plan sociologique, sur le plan de notre société, on n'est pas dans la vision de la mort telle qu'elle était dans d'autres pays ou à d'autres époques. La mort est un marqueur fort de la société dans laquelle on vit. Il y a un sociologue qui disait... les sociétés ont la mort qu'elles méritent, hein, effectivement, les sociétés ont la mort qu'elles méritent. En fonction de la vision qu'elles ont de la vie, elles ont une vision de la mort. Alors, quelle est la vision de la mort de notre société ? Vous vous posez la question, mais en fait, on a tous la réponse. La première, c'est qu'est-ce que c'est que la bonne mort ? Voilà. Alors, pour gâcher la journée, vous réfléchissez 3 secondes, comment vous aimeriez mourir ? Voilà. Vous allez d'abord répondre pas tout de suite, en principe. Ensuite, vous allez dire le plus tard possible. Ensuite, vous allez dire sans m'être dégradé physiquement ou mentalement avant. Et puis ensuite, vous allez dire de manière plutôt inaperçue. C'est pas la peine que je vois arriver la mort qui s'approche de moi. Je dis toujours la phrase d'Alphonse Allais qui me plaît beaucoup. Il disait « Je voudrais mourir à 99 ans, tué par derrière par un mari jaloux ». Ce qui voulait bien dire qu'il avait envie de vivre longtemps et garder pleine possession de ses moyens jusqu'au dernier moment. Mais si vous réfléchissez, vous vous dites que, allez, autour de 100, parce qu'après, quand on passe un chiffre, autour de 100 ans, je souffle mes bougies, j'embrasse les enfants, les petits-enfants, toute la famille est là, je me bois un peu de champagne, je vais me coucher et je ne me réveille pas. Donc la bonne mort, aujourd'hui, dans notre société, c'est quand même la mort inattendue et sans souffrance. De là arrive un deuxième phénomène qui est un phénomène de notre époque et de notre pays, c'est que la mort est médicalisée, vous le savez mieux que personne. Mais dans la médicalisation de la mort, il y a un élément qui me paraît important,
c'est que le fait que la mort se soit médicalisée à la fois dans l'espace et dans la pensée, dans l'espace parce qu'on ne meurt plus chez soi, et dans la pensée parce qu'on n'imagine même pas qu'il n'y ait pas de mort accompagnée médicalement, ce qui est plutôt une bonne chose, eh bien on s'est débarrassé du problème de la mort. Et donc la mort a été transférée aux médecins. Et donc c'est devenu un problème, après tout comme la naissance, hein, voilà, la naissance sans douleur et la mort sans douleur. Donc et ça c'est le biais des sociétés démocratiques, dans lequel, après avoir gagné de la quantité de vie, on essaie de gagner de la qualité de vie. Et donc, il y a une exigence de la société vis-à-vis de la médecine de la bonne mort, qui est un élément positif, puisque si on nous donne les moyens, mais un élément négatif, si on imagine que la mort doit être douce et heureuse. Et donc, il y a aussi ce fantasme de la mort heureuse, qui est un beau texte de Camus, mais qui, où à la fin, le héros... je ne vais pas citer parce que je vais me tromper, mais en fait, il meurt face au ciel étoilé, et il retourne à l'immuabilité des pierres et des choses qui ne bougent plus, mais ça n'existe pas. Vous savez tous que la mort, ça déchire au moins entre ceux qui restent et celui qui s'en va, et ça déchire donc affectivement, ça fait pleurer, ça fait le vide, ça fait l'angoisse, ça fait le deuil. Et donc, il y a un danger, c'est qu'on nous demande de faire la mort zéro défaut médicalement. Et la mort zéro défaut médicalement, on n'arrivera jamais à la faire. Voilà. Donc, on tend vers la non-souffrance, on tend vers le non-abandon, mais c'est des tensions qui existent dans une réalité qui ne peut pas être la réalité idéale et parfaite, qui est quelquefois fantasmée, et qui aboutit d'ailleurs à des demandes de mort, parce que la mort est fantasmée positivement, quelquefois, dans le sens où eh bien, la souffrance, effectivement, s'arrête dans la non-existence. Le deuxième marqueur de la société, à mon avis, c'est le temps court. Nous sommes dans des sociétés où, bon, pour construire une cathédrale, il fallait 4 générations. Aujourd'hui, quand dans une ville vous dites on va construire le collège, les gens au bout de 3 mois ils viennent et disent comment ça se fait qu'il n'est pas encore construit, qu'est-ce que vous attendez, etc. Donc on est une société de gens pressés. Cette société de gens pressés, le fait qu'on est pressé dans les temps de la mort. Il y a 2 temps de la mort, il y a un temps après la mort et un temps avant la mort, puisque la mort c'est un point. Le mourant ça n'existe pas, hein, je veux dire le mourant c'est un vivant. Mais en tout cas le temps d'après, ça on sait bien, et c'est pas médical, c'est sociologique. Le deuil n'existe plus. Voilà. Donc on a raccourci le deuil, on l'a raccourci de manière très rapide, si j'ose dire. Moi, j'avais la sœur de ma grand-mère qui avait son mari qui était mort à la guerre de 14. J'ai toujours vu cette dame qui était veuve à 20 ans en deuil. En deuil, 70 ans après. Donc ça n'existe plus. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas bien. Je pense que quand même, stériliser une vie, toute la vie, parce qu'on avait perdu quelqu'un de très cher, c'est évidemment un poids psychologique et sociologique qui s'exerçait au nom d'une morale établie sur les personnes, mais qui, en même temps, au bout d'un moment, heureusement, la vie reprend le dessus, on se reconstruit. Donc, ces deuils étaient très longs. Aujourd'hui, les deuils sont très courts. Vous avez, surtout sous nos climats, vous rencontrez quelqu'un, il est en chemise à fleurs et en bermuda, et il te dit hier j'ai perdu mon père. Voilà. Donc c'est des choses qui dépassaient totalement l'entendement, et ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas en souffrance, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le vide de l'absence, hein, etc. Mais c'est quelque chose qui, en tout cas, ne se porte plus, et moi j'ai mon interprétation. Je pense que c'est la société qui nous pousse à ne pas le porter, ne pas porter le deuil à la fois vestimentairement et moralement, parce que c'est une société qui est tellement versée vers l'efficacité, la rentabilité, qu'elle pense que le temps du deuil est un temps perdu, et donc ce temps perdu, il faut le rentabiliser. Et on pense aussi que vite on passe à autre chose, on zappe le truc et qu'on ne va pas en souffrir. Or, le deuil est un torrent qui continue à s'écouler à l'intérieur de nous, même si on fait semblant de ne pas le constater ou le subir ou le voir. Et puis il y a le temps qui précède. Et ça nous incombe. C'est qu'il fut un temps où l'agonie avait un sens spirituel, mais dans une société qui est totalement, enfin en grande partie déchristianisée,
pas trop de sens d'attendre la mort. Bon. Vous dites, il souffre plus, il dort, ça suffit pas. Il faut que ça aille vite. Et donc, vous aurez de plus en plus une pression, en particulier de l'entourage, puisque même le malade qui se trouve, lui, dans un confort et peut-être dans une certaine inconscience, ne va rien réclamer, mais la famille, elle va réclamer, non pas qu'il souffre pas, ça c'est normal qu'ils réclament qu'il souffre pas, mais ils vont réclamer que ça aille plus vite que ce que ça va. Et lorsqu'on dit, ça va durer 48 heures, et qu'au bout de 48 heures, c'est pas arrivé, on vient un peu de manière vindicative en disant, mais écoutez, enfin, on avait dit que, pourquoi vous... Enfin, donc se tromper sur le diagnostic, ça nous est arrivé à tous, se tromper sur le pronostic, c'est une grande fréquence. Moi qui suis cardiologue, je suis habitué à plus faire de pronostics, tellement que, voilà, vous avez le malade à qui vous avez dit à l'épouse, vous savez, il y en a pour 6 mois, 5 ans après, il est toujours là, elle vous regarde avec un regard de reproche, non pas sur la présence du mari, mais quand même, elle dit, vous m'avez raconté une histoire, là, voilà. Donc, on n'ose même pas s'excuser. Aux États-Unis, il y a une histoire assez rocambolesque dans laquelle il y a un sujet qui avait fait écrire à son médecin que son pronostic vital était engagé au bout de quelques années, et il avait dilapidé complètement sa fortune pendant la période, en calculant bien que c'était dans cette période. Et dépassant malheureusement la durée de vie, il avait attaqué son médecin et il avait gagné. Mais c'était aux États-Unis, vous inquiétez pas, ça ne nous arrive pas ici. Donc, médical, du temps court, des objectifs impossibles à atteindre, mais en même temps, un objectif qui est logique, dans une volonté de faire en sorte que effectivement il n'y ait ni souffrance ni abandon. Ce qui est au fond les 2 piliers ou les 2 bases de la loi de 2005, qui succède à la loi 2002, qui succède à la loi de 99, et qui sont des lois qui vont en gros dans la même filiation et dans le même sens. Un mot, mais je sais que le professeur Eco est intervenu, donc je n'ose à peine évoquer le sujet des tensions éthiques entre une éthique de la fragilité, de la solidarité, de la vulnérabilité, et puis une éthique de la liberté. Est-ce que la liberté, c'est une valeur majeure? Oui. Est-ce que la vie, c'est une valeur majeure? Oui. Quand on a dit ça, est-ce que ça peut être en conflit? Oui, les conflits éthiques, je dirais que même l'éthique, c'est une tension morale entre 2 valeurs. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, les moralistes d'un côté, les progressistes de l'autre. Il y a simplement l'acceptation que dans une société, à un moment donné, il y a un équilibre entre des valeurs qui peuvent s'antagoniser dans des situations particulières. Et comme l'éthique médicale est une éthique du cas par cas, c'est une casuistique, c'est une situation dans laquelle c'est pas une discussion de salon, à un moment donné où on fait ou on fait pas, où on dit qu'on fait ou on dit qu'on fait pas. Et même ne pas faire en médecine, c'est faire. En tout cas, c'est prendre une décision et l'assumer pleinement. Donc dans ce contexte-là, oui, il y a une tension entre une éthique de la fragilité, de la vulnérabilité, qui dit nous, qui dit je protège, et puis une éthique de l'autonomie et de la liberté qui dit je et qui dit c'est mon droit. Donc ces 2 éthiques-là, elles existent. Sauf que plus les sociétés démocratiques évoluent, moins elles acceptent les règles communes à tous, ou plutôt elles les acceptent dans un chapeau assez flou, mais elles veulent effectivement un choix individuel. Et donc on est dans... Il n'y a pas à s'énerver sur... une société des individus qui rejette les valeurs communes. On ne rejette pas les valeurs communes, mais on dit moi, pour moi, je veux que. Et ça, c'est une évolution de la démocratie. Si on relit Tocqueville, c'est comme ça que les démocraties évoluent. Si vous regardez depuis 1945 les lois qui ont été faites, c'est essentiellement des droits individuels. Le droit de penser, d'aller, venir, de voter, etc. Bon. Je ferme la parenthèse. Donc, on est en conflit de valeurs. Je rappelle aussi d'ailleurs que quand vous dites liberté, égalité, fraternité, les 2 premiers sont antagonistes. La liberté peut entacher l'égalité et l'égalité peut entacher la liberté. Donc on voit bien qu'on est à la recherche de cet équilibre. Donc à l'intérieur des textes de loi de 2005 ou de 2015, il y a cet essai, cette volonté d'essayer de maîtriser l'autonomie et de maîtriser la vulnérabilité. Pourquoi la vulnérabilité? Il y a un problème simple
C'est que s'il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a que l'autonomie. S'il n'y a que l'autonomie, c'est que la liberté. Si c'est que la liberté, celui qui arrive et qui vient de se suicider, il a décidé de se suicider. Je n'ai aucune raison de m'opposer à son suicide, puisque c'est son choix. Bien, au mieux, je ne fais rien. Au pire, je l'aide à accomplir son geste. Et je l'achève, puisqu'il arrive dans les hôpitaux. Tout le monde sait que c'est pas ce qu'on fait. Tout le monde sait que c'est bien. Et pourquoi? Parce que la liberté, ça fluctue. Ou plus exactement, la volonté, ça fluctue. Et que c'est un marque de liberté, justement, de faire fluctuer sa volonté. La preuve, c'est qu'on vote régulièrement. Sinon, on vous dirait à 18 ans, vous votez quoi? Vous votez pour les bleus, les roses, les jaunes, les trucs. Et puis ça serait établi et vous ne changeriez pas d'avis. Or, on a le droit de changer d'avis. C'est justement ça, notre liberté. Et donc, là aussi, on a le droit de changer d'avis. Et vous savez mieux que personne que le malade en fin de vie change d'avis. Voilà. Et qu'il est parcouru, effectivement, de tensions qui existent aussi dans les accompagnants et qui existent aussi chez les soignants, désir de mort et désir de vie. Eros et Thanatos continuent à se battre et de temps en temps on a envie que la personne qu'on aime reste et puis de temps en temps on a envie qu'il parte pour qu'il souffre plus, mais aussi pour que je ne souffre plus de le voir souffrir. Et donc acceptons ces éléments-là, acceptons-le dans les familles, acceptons-le dans l'équipe soignante. Et le soignant et le médecin, il est soulagé aussi quelquefois, je fais attention à ce que je dis, mais enfin bon, il est soulagé de la mort de son patient. Parce que ça lui permet de repartir sur un combat et pour redonner son énergie dans un combat qui sait qu'il peut-être l'autre il va le gagner ou peut-être l'autre il va apporter quelque chose de supplémentaire. Donc cet épuisement, ces désirs de mort existent. Bon, on les accepte. Il vaut mieux savoir que ça existe plutôt que de se culpabiliser ou les nier. Les familles aussi souhaitent effectivement de temps en temps la mort de leur conjoint ou de leurs parents, parce que ça les libère et ça leur permet de revivre, même après la période de deuil, de reconstruire quelque chose. Donc, éthique de la vulnérabilité, bien sûr, on protège. Voilà. On protège au nom de la vulnérabilité qui n'est pas très loin de la dignité, parce que c'est des éléments qui s'antagonisent avec la liberté. Et la vulnérabilité, l'absence de prise en compte de la liberté ou de l'autonomie est une faute éthique. Ça, c'est une faute qu'on commet, nous, plus facilement, les médecins. Parce qu'on dit, bon, puisqu'il est vulnérable, puisqu'il n'a pas toutes ses facultés cognitives, puisqu'il est près de la mort, je décide de tout pour lui. Or, la grosse difficulté éthique, c'est de faire émerger à l'intérieur, justement, de la profonde vulnérabilité, une autonomie qui continue à considérer la personne comme en dignité, comme une personne humaine. Et donc, elle a encore le droit de dire « je veux ». Elle a même, surtout, le droit de dire « je veux pas ». Et donc, depuis 2002, ça fait encore un débat à l'Assemblée récemment, depuis 2002, 2005 renforcé, on a le droit de refuser un traitement salvateur. Voilà. À condition qu'on ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité, à condition qu'on ne se trouve pas en urgence. Enfin, il y a toute une tas de conditions. Mais quelqu'un qui dirait... enfin, c'est une banalité de le dire en médecine, mais les gens ne le comprennent pas bien. Je ne veux pas me faire opérer. Si vous ne vous faites pas opérer, vous allez mourir. Je ne veux pas me faire opérer. On n'a pas le droit d'opérer les gens, par exemple, sans leur avis. On n'a pas le droit de mettre une sonde gastrique sans leur avis. Donc, tout ça est un élément qui montre bien qu'il y a un antagonisme entre je te protège malgré toi dans ta vulnérabilité, mais en même temps, j'écoute ce que tu dis et j'essaye de te suivre dans ton autonomie. Si on regarde donc la loi de 2005, ne la lisez pas, d'abord parce qu'il y a une nouvelle. Il faut toujours attendre le contre-ordre après l'ordre. Mais enfin, la nouvelle n'est pas tellement différente de l'ancienne. Mais au fond, il vaut mieux, à mes yeux, comprendre plutôt que de l'apprendre. La loi essaye de dire d'abord un cheminement. Elle n'est pas une loi qui dit blanc ou noir. On ne coche pas des cases et à la fin d'avoir coché les cases, on a la solution. J'ai encore maintenant des médecins qui m'appellent en me disant, voilà, j'ai un malade de 43 ans, il y a ça, il y a ça, il y a ça, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Je dis, je sais pas. Voilà. Je sais pas, parce que tout est fonction de tellement de paramètres. Voilà. On est incapable d'accepter la multicausalité des phénomènes en médecine et on est incapable d'accepter la multicausalité et donc aussi la diversité des situations de fin de vie qui doivent être décidées au cas par cas. Elles ne doivent pas être décidées une bonne fois pour toutes.
Par contre, il y a des grandes règles, et la grande règle, c'est comment on chemine ensemble pour essayer de trouver la moins mauvaise solution possible. Donc la première idée, c'est qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution toute faite. Le deuxième, c'est que, bien entendu, il y a 3 grands critères: le non d'abandon, la non-souffrance et la non-acharnement thérapeutique. Si on parle à l'extérieur, la non-obstination déraisonnable, si on parle à l'intérieur, parce que vous le savez, c'est le même mot, obstination déraisonnable, qui était déjà dans le code déontologie, et pour ne pas perturber les médecins, on a pris le même mot et on l'a mis dans la loi de 2005. Donc le non-abandon, je ne vais pas insister dessus, mais dans une médecine un peu rigide et cloisonnée, j'entends encore: ce malade n'est plus pour moi. Voilà. Moi, j'ai opéré, j'ai fait ce que je veux, le truc. Voilà, il n'est plus pour moi. Il est toujours pour toi. Voilà, parce que c'est un malade, donc il est pour la communauté médicale, bras armés de la société qui dit: je t'abandonnerai pas. Mais attention, que la médecine n'abandonne pas un malade parce qu'il ne peut pas le sauver ou le guérir. Je fais juste une parenthèse en disant que nous avons la médecine la plus triomphante et prométhéenne du monde, avec les Américains. Voilà. Donc nous, on est toujours, vous voyez toujours à la télévision un type qui arrive: j'ai greffé le pouce sur l'oreille, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. C'est une médecine de l'exploit, c'est une médecine du triomphe. Voilà, et la formation que nous recevons encore aujourd'hui, c'est une médecine de combat. Il y a la mort et la maladie d'un côté, et il y a les soldats de l'autre. Nous sommes les soldats de la vie et de la non-souffrance. C'est pas idiot complètement quand même, hein. Je veux dire, la médecine, c'est quand même fait pour sauver des vies et pour soulager les souffrances. C'est quand même un peu ça. Mais quand on n'a que ça comme objectif, la vie, on finit par effectivement se trouver dans des situations dans lesquelles, vu la complexité, vu la technique, vu les évolutions scientifiques, il y a des moments où on se dit peut-être suis-je allé trop loin, ou plus exactement, tout ce qui est techniquement possible n'est pas forcément humainement souhaitable. Or, c'est une médecine française qui dit, en gros, si je peux plus te soigner, si je peux plus te guérir, je peux plus te sauver, je te passe aux autres, qui sont les soulageurs et les apaiseurs, et qui est bien sûr une médecine bien moins noble que celui qui triomphe. Et donc cet élément séquentiel est un élément qui est très perturbateur, qui n'existe pas dans d'autres pays, qui n'existe pas dans les pays, dans l'Allemagne, en Allemagne ou en Angleterre, et qui ont pourtant des législations pas très éloignées des nôtres. Donc la première idée, c'est que effectivement cette médecine-là, c'est la nôtre, et qu'on a intérêt à essayer de cheminer plutôt que de séquencer et de cloisonner. Le deuxième point, je ne te laisserai pas souffrir, j'oserais pas intervenir ici sur ce sujet, d'abord parce qu'il est complexe, hein, ensuite parce que fort heureusement les techniques continuent à évoluer dans ce sens, mais en même temps sachant que l'objectif est quand même un objectif en grande partie inaccessible dans certaines situations, et que donc on court après la douleur, on court après l'apaisement. Pour autant, il y a un contexte, alors là, je repasse à l'extérieur du monde médical, les gens pensent, et une partie du corps médical pense: je soulage pas parce que je voudrais pas être embêté. J'ai entendu ça 150 fois. J'en ai, comme tout le monde, je suis marqué par des choses. Quand mon ami, un de mes amis meilleurs, est mort dans d'atroces souffrances, le médecin hospitalier m'a expliqué que, étant à la dose maximale toxique de la morphine, il voulait surtout pas prendre de risques et il voulait pas être embêté parce que, en ayant éventuellement la possibilité de provoquer la mort sur un cancer du pancréas qui est mort 12 heures après. Donc c'est dire à quel point de temps en temps, bon, tu te dis mais dans quel monde vit-on, quoi, voilà. Alors comment le dire, voilà. Le texte dit même si, voilà, on soulage la souffrance, même si ça doit abréger la vie. Et puis tous les médecins de soins palliatifs savent que ça abrège pas la vie, voilà. Donc, mais puisque c'est une idée assez ancrée dans la tête, y compris du corps médical, eh bien voilà, tu as un objectif, il est en fin de vie, il est en phase terminale, et son pronostic vital est engagé à très court terme. Il n'y a qu'un objectif à avoir, voilà, et que ce seul objectif, c'est qu'il ne souffre pas, voilà. Et d'ailleurs, les familles là ne s'y trompent pas. Quand vous dites que le malade est perdu et que
l'échéance est proche, et ils vous disent faites en sorte qu'ils ne souffrent pas. Donc tout le monde est bien dans cette idée. Voilà. Et si on continue à les laisser souffrir, ce qui est le cas en France, 15% de douleurs physiques non calmées dans les heures qui précèdent la mort, c'est pas rien. 80% des dyspnées non calmées en phase terminale, ça montre bien que après, quand vous avez des débats et on en fait avec le grand public, il y a toujours un type qui lève la main et qui dit c'est gentil ce que vous racontez là, mais moi, mon père, mon frère, ma sœur, je l'ai vu mourir, hurler de douleur, il n'y a personne qui rentre dans la chambre et on me disait qu'il avait déjà les médicaments et qu'on repasserait le lendemain matin lui donner le comprimé qui éventuellement pourrait le calmer. Bon, ça c'est inadmissible et c'est ça qui crée le divorce entre les textes et les pratiques, et qui crée aussi la tentation de dire c'est 10 heures de plus là qu'il a passé à hurler, il aurait bien valu qu'il meure 10 heures avant. Et comment dire le contraire? Moi, si on me dit tu vas mourir dans une semaine et tu vas souffrir pendant une semaine et tu vas être abandonné, est-ce que tu préfères mourir tout de suite? Moi, je préfère mourir tout de suite, et tout le monde préfère mourir tout de suite. Donc il y a là un faux problème qui arrive et qui est quand même assez prégnant dans la société française aujourd'hui. Donc, non-abandon, non-souffrance, même si ça me plaît assez, moi. Même, ça veut dire, c'est pas mon objectif premier, hein, même, voilà. Et si, ça veut dire, j'en sais rien, après tout, hein, parce que c'est une éventualité que ça raccourcisse la vie, mais peut-être ça la prolonge, voilà. Donc, oui, l'objectif, la qualité de vie en phase terminale prime sur la durée de la vie, ou plus exactement, je trouve que le CCNE, à un moment donné, dit un truc pas idiot. Il dit c'est pas un problème. Voilà. Hein, les marxistes disaient l'homme ne peut résoudre que des problèmes qu'il se pose. Hein, donc, on ne se pose pas ce problème-là. Voilà. Donc, j'élimine le fait de savoir est-ce que ça raccourcit, ce ne raccourcit pas, etc. Alors, à l'Assemblée nationale, quand on débranche le respirateur, le mieux, ça serait d'attendre que le malade souffre pour qu'on puisse mettre à ce moment-là le traitement adapté et qu'on le fasse proportionnellement à la souffrance. Quand tu entends ça, tu te dis bon, ça va. Tu essayes quand même de le soulager avant d'enlever le respirateur, hein, ne serait-ce que pour pas prendre de risques et puis pour avoir une famille qui constate quand même une mort qui se déroule dans des conditions le plus apaisées, le plus sereines possible. Donc, je ne reviens pas sur la non-souffrance, vous en savez 10 fois plus que moi, et tout ce que je sais, je l'ai appris de vous. Donc je passe au non-acharnement thérapeutique, qui est le non-acharnement thérapeutique qui est un curseur. Voilà. Moi, je raconte toujours une chose qui, dans le contexte aujourd'hui, est un peu drôle. La première conférence que j'ai faite, je l'ai faite à Draguignan. 2005, je ne sais plus, et à Draguignan, je pars en alerte orange, mais l'alerte orange, à cette époque-là, on s'en fout, comme malheureusement de temps en temps ici aussi. Et donc, je traverse le Var, j'ai ma voiture, les essuie-glaces ne marchent pas bien, j'y vois pas, et j'étais en train de dire, qu'est-ce que je vais dire? Et en même temps, j'étais en train de me dire, bon, peut-être que je vais me faire un platane, quoi. Donc, le problème, il va être vite résolu, parce que on ne parlera pas de la mort comme ça, hein. On sera en prise directe avec le sujet. Et puis, comme je suis médecin et donc angoissé, je me disais qu'il y ait de garde à Draguignan quand même. Voilà. Parce que l'interne qui dit bon, finalement, elle a passé la soixantaine, il a fait sa vie, il est dans le coma, on va pas s'acharner, quoi. Hein. Voilà, ça m'aurait pas plu, quoi. J'aurais bien aimé qu'il s'acharne un brin, voilà. Et donc, finalement, acharnement thérapeutique, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je suis cardiologue et réanimateur, je me suis beaucoup acharné dans ma vie, bon, et quelquefois avec succès. Donc, et avec des traitements. C'est pas en imposant les mains non plus que je me suis acharné. Donc, l'acharnement thérapeutique, en soi, c'est pas quelque chose de terrible. Puis, je me disais aussi que si, étant avec des lésions cérébrales majeures et irréversibles, 3 semaines après, on appelle ma femme et mes enfants et leur dit, bon, ben voilà... il n'y a plus de cerveau, hein, on va débrancher. Je trouve que ça aurait été sain aussi. Et pourtant, si on regarde bien, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Une vision pronostique plus objective. Le temps, c'est toujours un élément important dans les prises en compte des décisions. Un cheminement aussi. Et je pense que si on avait dit à ma famille, le soir même, on arrête tout parce que le cerveau est détruit, il aurait mal pris. Et avec un peu de temps, ils comprennent qu'ils sont passés par la phase de la colère, de la révolte,
de l'acceptation et donc au contraire de l'accompagnement. Donc on voit bien que l'acharnement thérapeutique ou l'obstination déraisonnable, c'est sur des mêmes malades. Il y a un moment où c'est légitime de se battre, il y a un moment où c'est illégitime de se battre sur les mêmes lésions avec les mêmes traitements. Donc ça veut dire que cette notion du temps est une notion importante, et c'est pour ça que cette notion du temps, elle se fait avec un élément majeur qui est le fil rouge de la loi, la parole. Voilà, on se parle. On se parle à l'intérieur de l'équipe, on se parle à l'extérieur de l'équipe, on parle au malade, bien entendu, et on écoute ce qu'il dit, et on parle à l'entourage, parce que si on ne se parle pas, on n'a aucune chance de s'entendre, enfin, à tous les sens du terme. Donc, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière anormale, et on se parle. Voilà, la loi 2005, c'est que ça, hein. Ces 3 éléments, et on se parle beaucoup. Et on se parle même quand on n'est pas sûr. Je dirais, on se parle surtout quand on n'est pas sûr, et les doutes collectifs sont bien plus fertiles que les certitudes individuelles ou les manœuvres impulsives. Ensuite, bon, la loi a rappelé quelque chose que nous savons tous, mais qui n'était pas une évidence, c'est qu'on a le droit d'arrêter un traitement de survie. On a le droit d'arrêter un traitement de survie. Voilà. Non pas parce que le malade va mourir, mais on a le droit d'arrêter un traitement de survie parce que le traitement nous paraît inutile, disproportionné, ou, et déjà à l'époque on l'écrivait dans le texte, ou qui n'a d'autre but que le maintien artificiel de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter les traitements de survie chez les handicapés, ça veut simplement dire que un homme, c'est quand même une pensée, que s'il n'y a plus du tout de conscience que j'existe, et si je n'ai plus du tout de relation à l'autre, parce que j'ai le cerveau totalement détruit, quelles que soient mes croyances, on peut quand même considérer, que cette personne humaine est digne, et que je dois la considérer comme une personne humaine, mais 2, qu'il n'est pas légitime de poursuivre un traitement qui ne maintient qu'une vie purement physiologique ou biologique. C'est la loi 2005. Dans un cas particulier que vous connaissez tous, il a été confirmé par le Conseil d'État et par la Cour européenne des droits de l'homme, on a le droit d'arrêter un traitement de survie, heureusement, parce que ça fait un moment qu'on arrête des traitements de survie. Et il y en a 20 000 à 80 000 par an qui se font ainsi. Je me rappelle toujours l'anecdote, avant la loi de 2005, on auditionne Benoît de Saint-Marc, qui était à cette époque-là président du Conseil d'État. Et alors, je lui dis, quand même, respirateur, on en a tous arrêté, quoi, parce que les lésions étaient telles que c'était... Bon, on a le droit. Alors, il me dit, mais quand vous arrêtez le respirateur, est-ce que la conséquence, c'est la mort, et est-ce que vous le savez? Ah, bon, oui, quand même. Et est-ce que vous le faites de manière impulsive, ou est-ce que vous le faites de manière réfléchie? Ah, non, je ne passe pas en arrêtant le truc, je réfléchis. Et est-ce que vous le faites de manière solitaire, ou est-ce que vous le faites en groupe? Oui, on le fait en groupe, on discute avec l'équipe. Bon, ça va, c'est un homicide avec préméditation et en bande organisée. Ça donne 30 ans de réclusion criminelle. Donc s'il y a peut-être une petite chose, chaque fois que je vois un réanimateur, il me dit, tu as bien fait de faire la loi, une petite chose qui est utile, c'est qu'effectivement, ça n'est plus incriminable d'arrêter un traitement quand on considère que il est inutile, disproportionné, ou n'a d'autre but que le maintien artificiel de la vie. Donc aujourd'hui, ça peut se faire avec un dialogue constructif avec l'entourage et avec l'équipe médicale. Qu'est-ce qu'il y a de plus désormais? Voilà. Et d'abord, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Il y a des choses qui ont évolué positivement, et franchement, il y en a beaucoup. On ne se retrouverait pas là si on était il y a 10 ans. Hein, je veux dire, il n'y aurait personne dans cette salle. Donc, ça veut dire que si on continue à réfléchir à la douleur, à la souffrance, à l'accompagnement, aux soins palliatifs, ça veut dire quand même que ça a légèrement progressé. Au passage, on a multiplié dans le dernier mandat par 20 le nombre de lits de soins palliatifs. C'est pas l'élément, c'est un élément quantitatif, mais enfin, c'est un élément qui a permis quand même la diffusion de la culture palliative. Et puis enfin, bon, tout le monde ne sait pas exactement comment ça marche, mais en gros, tout le monde sait ce qu'il y a à peu près dans le texte de loi, hein, avec quelques bricolages individuels et personnels médicaux, mais enfin, en gros, c'est quelque chose qui commence à être connu. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que malheureusement, c'est encore pas complètement connu, etc. Mais enfin, on va laisser tomber ça, parce que toutes les lois
10 ans après, elles ne sont pas connues de l'ensemble de la population, hein, sauf quand on vous montre la TVA. Et encore, évidemment, vous l'oubliez après, hein, qu'elle est passée à 21 et qu'elle était à 19, ça ne vous empêche pas de vivre. Et si on vous dit à combien est la TVA sur les automobiles, vous ne le savez pas. C'est normal, c'est très bien. Le jour où vous achetez l'automobile, vous voyez la facture et vous dites, tiens, ça, c'est la TVA sur les automobiles. Mais en règle générale, la loi, si vous ne la vivez pas, et heureusement, on ne vit pas la mort tous les jours, bah forcément, vous ne vous trouvez pas dans une situation dans laquelle vous vous êtes confronté avec elle. Donc, elle n'est pas connue, elle n'est pas appliquée, etc., etc. Mais, en gros, elle a beaucoup progressé. Qu'est-ce qui marche pas bien? Marche pas bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de gens qui meurent en souffrance. Bien sûr, c'est pas dans les hôpitaux, c'est pas dans les soins palliatifs, c'est le plus souvent à domicile ou dans des EHPAD, etc., ou aux urgences. Mais n'empêche que c'est comme ça et que ça existe comme ça et que normalement le législateur il doit essayer de dire égalité des traitements partout. L'infarctus du myocarde, il doit être traité à Aix comme il est traité à Antibes, comme il est traité à Dunkerque. Ça serait une catastrophe de dire qu'on a moins de chance à un endroit qu'à un autre. Ben, en matière d'accès à un accompagnement de fin de vie, il y a des endroits où on a moins de chance que d'autres. Donc c'est quand même un problème, pas toujours d'ailleurs pour des problèmes de moyens, quelquefois pour des problèmes de culture, parce que un certain nombre de médecins n'ont pas fait évoluer leur culture médicale dans cette vision. Toujours est-il que c'est ainsi. Deux rapports, le rapport SICAR, je passe, le rapport du Comité consultatif national d'éthique, deux avis qui disent finalement il y a deux endroits où vous devriez travailler. Il y a un endroit qui est le soulagement total en fin de vie, la sédation profonde en fin de vie, et puis l'autre c'est les directives anticipées, parce que là vous n'êtes pas bon du tout. Les Allemands ils font 12,5, vous faites 2,5, les législations sont à peu près identiques, il y a un truc qui ne va pas. Je passe rapidement sur les directives anticipées pour dire que la première des choses qui ne va pas, c'est la page blanche. Moi, dans mon esprit, voilà, après une douce méditation, on écrit ces directives anticipées. Sauf que vous le savez, j'insiste pas non plus, il y a une grosse différence entre ne pas se savoir porteur d'une maladie et se savoir porteur d'une maladie. Si je ne me sais pas porteur d'une maladie, mes directives anticipées sont compliquées. Je peux imaginer que l'histoire de Draguignan, je peux imaginer que j'ai le crâne en bouillie et qu'on me maintient en vie artificiellement alors que mes lésions cérébrales sont majeures et irréversibles. Et moi qui ai mis mes directives anticipées un peu en pub, en ligne, si un jour j'ai des lésions majeures cérébrales et irréversibles qui entraînent une absence de conscience de moi-même et une absence de relation à l'autre, après un délai raisonnable, parce qu'il faut toujours se méfier quand même de l'entourage médical, je pense qu'à ce moment-là, on doit arrêter les traitements de survie, puisque je suis dans un état qui ne me permet pas, irréversible, qui ne me permet pas de retrouver la moindre conscience. Bon, ça, tout le monde peut l'écrire, sauf que vous vous rendez compte que quand vous avez les mots qu'on utilise là, c'est des mots qui ne sont pas des mots que tu utilises dans la vie courante. Déjà, lésions majeures, lésions cérébrales majeures et irréversibles, c'est pas tout le monde qui écrit ça. Et donc, peut-être il faut se rapprocher, et c'est la proposition, d'un modèle, non pas d'un truc où on coche des cases, mais d'un modèle où on pose des questions et on essaie de cheminer pour aider les gens à écrire leurs directives anticipées. Autre chose est celui de la personne malade. La personne malade, elle sait qu'elle est malade. Si on ne lui a pas expliqué, elle est allée voir sur Internet sa maladie. Et même si sa maladie est rare, ils finissent par trouver les possibles évolutions de la maladie dont ils souffrent. Et quand on leur dit c'est une maladie de Charcot, etc., c'est une sclérose latérale amyotrophique, c'est un truc, eh ben, ils savent après comment ça se termine, la sclérose latérale amyotrophique. Donc ce dialogue dur, plutôt quand on rentre dans le dur avec le malade et qui dit et moi si je suis dans telle situation, moi je me rappelle d'avoir eu souvent des phrases, bon docteur, hein, si un jour je suis dans un état que vous pouvez imaginer, vous ferez ce qu'il faut. Tu vois comme c'est clair comme orientation. Hein. Et tu réponds quoi? Tu réponds oui, je ferai ce qu'il faut. Voilà, je ferai ce qu'il faut. Ça veut quand même dire je t'abandonnerai pas, je te laisserai pas souffrir et je te prolongerai pas de manière anormale. C'est un peu ça que ça veut dire. Je ferai ce qu'il faut. Voilà. Ça veut pas dire je vais injecter un produit mortel ou ça veut pas dire non plus je te laisserai
prolongé de manière anormale en état végétatif. Donc, faire ce qu'il faut, c'est un peu ça, au fond. Et peut-être que ça calme surtout l'angoisse du malade qui dit si je suis comme ça un jour, eh ben, il faudra qu'autour de moi, on fasse ce qu'il faut. Le deuxième élément, à mes yeux, ça calme, c'est la famille, à laquelle il faut arrêter de faire penser qu'elle est responsable de la décision médicale. Je rencontre beaucoup de gens, et vous devez en rencontrer aussi, qui disent on m'a demandé si on devait arrêter la réanimation de mon père, et j'ai dit oui. Ben, ça ne doit pas être comme ça. Voilà. On doit dire on va arrêter la réanimation de votre père parce que il n'y a aucun intérêt à la poursuivre et tout le traitement qu'on fait n'a pas de sens, et donc on va l'arrêter, et on vous demande d'adhérer à cette idée, mais on ne vous demande pas de prendre la décision. Voilà. J'ai vu un protocole un jour dans un hôpital parisien où on demandait à la mère, dans une maternité sur les grands prémas, de signer un papier pour ne pas qu'on réanime au prochain arrêt cardiaque le nourrisson. Bon, c'est la médecine à l'américaine, ça, je veux dire. Et en plus, ça te protège pas plus. Les gens croient qu'ils sont protégés juridiquement et judiciairement, c'est pas vrai. Bien mieux protégés si on prend une décision collégiale et qu'on l'écrit dans le dossier, plutôt que de faire signer à la mère je décharge toute responsabilité et j'accepte qu'on réanime pas. Je vous laisse imaginer la mère qui rentre chez elle après et qui a donné son accord pour qu'on ne réanime pas l'enfant. C'est impensable. Donc, pour protéger les familles, je le dis, j'aurais dû le dire tout à l'heure, pour protéger les familles, c'est le corps médical qui décide en collégialité. C'est comme ça, voilà. Et je rappelle que les familles, c'est une charge affective énorme. Je rappelle que les médecins, quand ils soignent leur famille, ils sont très mauvais. En tout cas, moi, je suis très mauvais quand je soigne ma famille. Je ne fais pas de diagnostic, je me trompe sur les médicaments. Enfin, je fais tout faux. Donc, il faut que nous ayons dans la médecine cette empathie, mais cette empathie un peu distanciée, qui fait que c'est pas au milieu des larmes qu'on prend une décision. Donc, les familles, il faut les protéger. Et en même temps, je dirais que juridiquement, les familles, c'est des héritiers. Hein. Donc, il faut aussi penser que de temps en temps, un peu de sordide se glisse dans le sublime autour du lit des malades, et que si il y a une dame que je ne nommerai pas, mais qui est milliardaire et qui est maintenue artificiellement en vie, peut-être que la décision de la famille, il vaut mieux la faire prendre, la décision, il ne faut pas prendre par le corps médical que par la famille. On peut imaginer des choses comme ça. Donc, la famille, elle est dehors. Voilà. On l'associe, elle vient dans le cheminement et elle accompagne ce cheminement. Quand la famille est en divorce, la famille en général, hein, est en divorce, ben, on a un cas, hein, ça fait jurisprudence, mais c'est un cas, voilà. Et rien ne résout la haine à l'intérieur d'une famille, pas le deuil. Le deuil, au contraire, il va l'exacerber. C'est pareil pour tout événement. Tout événement arrive sur une passion et elle exacerbe la passion. Donc, ne cherchons pas à dire c'est la mère qui doit gagner par rapport à la fille, la femme qui doit gagner par rapport... Tout ça, ça sert à rien. Si on est dans une optique éthique de cheminement, on doit cheminer ensemble. Et à un moment donné, il n'y a personne qui gagne contre personne. C'est tout le monde qui est d'accord sur l'attitude à adopter. Donc, dans cette démarche, directive anticipée, la personne de confiance, ça reste à peu près dans les mêmes clous. Un modèle opposable, pas opposable, tous les droits sont opposables, comme on le disait tout à l'heure avec le professeur Rico. Un droit, c'est opposable. Voilà. Si j'ai un droit A, c'est opposable. Est-ce que les directives anticipées sont opposables aux médecins? Jusqu'à présent, on avait écrit « il doit en tenir compte ». Aujourd'hui, on dit qu'elles s'imposent aux médecins. S'imposent, il est obligé de les lire. Voilà. Et quand il les a lus, d'abord, s'il est en urgence, il les lit pas. Voilà. Parce que l'urgence sort du contexte, ne serait-ce que parce qu'on réanime les suicidés. Et puis le deuxième, c'est quand il juge que c'est manifestement inapproprié. Alors on me dit, voilà, ben, vous avez donné quelque chose en liberté, en autonomie aux malades, et immédiatement vous êtes allé donner aux médecins la possibilité de déroger à ce droit liberté, par une éthique de la vulnérabilité qui dit, je lis ce que tu as écrit, mais enfin je le contextualise à l'intérieur. Monsieur qui a un anévrisme cérébral sur la sylvienne et qui ne peut pas être opéré et qui sait qu'il peut faire une hémorragie cérébrale et qui avait écrit « Je ne veux pas de coma, je ne veux pas être réanimé si je suis dans le coma,
Le jour où il fait un coma éthylique, il faut le réanimer. Donc, on voit bien que la terminologie doit être contextualisée. Et effectivement, si le monsieur arrive avec un coma qui est une inondation ventriculaire et qu'il a écrit ça, c'est un élément qui va permettre, après les premiers actes d'urgence, de se poser la question de dire est-ce que ce que je fais a du sens et est-ce que ça n'a pas de sens. Et effectivement, bon, si le monsieur, on ne pouvait pas l'opérer de l'anévrisme et qu'après il a une hémorragie avec une inondation cérébrale, peut-être qu'on doit l'accompagner et non pas le maintenir 5 ans en survie, en état végétatif. C'est ça que ça veut dire. Hein. Il n'y a pas d'autre sens que dans les directives anticipées. Je reviens sur le deuxième élément. Donc, est-ce que la sédation profonde, continue jusqu'au décès, est légitime et est-ce que ça peut être un droit? Alors là aussi, oui, c'est un droit. Est-ce qu'on a le droit de ne pas souffrir avant de mourir? Oui. Est-ce qu'on a le droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir? Oui. C'est quand même... Enfin, c'est un petit droit, ça, hein, je veux dire, par rapport à tous les droits qui existent. Est-ce que ce droit s'impose à la société? Oui. Et donc au corps médical? Oui. Mais sur quels critères? Et là aussi, équilibre. Les deux critères sont des critères médicaux. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui sonne à la porte de l'hôpital d'Aix et qui dit « Bon, je voudrais une sédation profonde terminale jusqu'au décès. » On va se poser deux questions, qui sont les questions que se pose la Société française de soins palliatifs. Premièrement, est-ce qu'il est en phase toute terminale? Autrement dit, est-ce que son pronostic vital est engagé à court terme? C'est une banalité, mais enfin, vous savez tous qu'il y a des souffrances atroces, mais que ces souffrances atroces, s'il y a une colique néphrétique, une rupture de hernie discale, ça peut faire très 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 mal. Pour autant, on n'est pas dans le même si. Hein. On ne dit pas je te soulage même si tu dois mourir. Non, tu me soulages, tu fais en sorte que je ne meure pas, quoi. Et tu ne me fais pas une sédation profonde et continue jusqu'à mon décès. Donc, il faut qu'on soit en phase terminale. Voilà. Le texte n'arrive pas à dire phase terminale, puisque phase terminale, il y a des médecins qui disent que ça peut durer 6 mois. Donc, on a voulu dire que c'était plutôt des jours et des heures. Et on a donc écrit que le pronostic vital était engagé à court terme. Puis le deuxième point, c'est, après avoir défini la phase toute terminale, deuxième, il faut que ce soit réfractaire à tout traitement. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui dit « ma souffrance est insupportable et donc vous devez me faire une sédation ». C'est « ma souffrance est insupportable et vous n'arrivez pas, avec tous les moyens, constat de l'impasse médicale, je n'arrive pas à le soulager ». Et donc, qu'est-ce que c'est la recommandation de la Société française de soins palliatifs? C'est que dans ces deux cas-là, enfin, pas dans ces deux cas-là, dans cette situation de deux cas simultanés, il faut que la pronostic vital soit engagé à très court terme et il faut que les souffrances soient réfractaires à tout traitement. Alors oui, j'ai le droit de dormir quand même, pour pas hurler dans les dernières heures de ma vie. Et j'ai le droit aussi, j'aime bien Régis Aubry, il dit on n'est pas obligé d'assister à sa propre mort, entre guillemets. Il y a des gens qui sont terrifiés à cette idée. S'ils ont envie de s'assoupir et de partir assoupis, peut-être qu'on retrouve le fantasme de la belle mort où on s'endort doucement et où la famille vous accompagne. Alors on dit pendant qu'il dort, je lui parle plus. Oui, c'est vrai. C'est drôle parce que c'est les partisans de l'euthanasie qui me disent pendant qu'il dort, il n'y a aucune relation à l'autre. Je dis parce que quand il est mort, en euthanasie, là, il a une très forte relation à l'autre. Voilà. Donc, est-ce que de s'endormir, avant de s'endormir, voilà, on se dit bonsoir, hein, je veux dire. Donc, on peut aussi se dire bonsoir à la vie avec une famille, puis ensuite s'endormir, et puis ensuite ça dure. Ah là là, alors là, ça dure. C'est ça le terrible, c'est que si ça vient pas dans les heures, dans les jours, si ça dure par malheur 5 jours, c'est une catastrophe. Et là, il y a une autre question qui se pose à nous tous, c'est est-ce que je poursuis un traitement de réanimation pendant le moment où j'endors? Or, on est plutôt quand même, on n'est pas dans, on est dans une situation dans laquelle on est dans le lâcher prise. Voilà. Je regrette pas vraiment d'avoir écrit prolongation inutile de la vie, parce qu'il y a un moment où le malade dit bon, là, je veux plus souffrir, je veux qu'on arrête tout et je veux m'endormir
du sommeil de la terre, comme disait Moïse dans un poème. Donc je veux partir tranquille. Voilà. Est-ce que nous sommes capables de répondre à ça? Moi, il me semble qu'on est capable de répondre à ça sans pour autant se torturer avec une clause de conscience, parce que c'est notre devoir. Si c'est pas bien sûr que si c'est donner la mort, il y a une clause de conscience. Mais si c'est apaiser les derniers instants en faisant dormir pour ne pas souffrir, franchement, je ne vois pas comment on pourrait se poser la question de la clause de conscience. Voilà donc, en fait, oui, l'autonomie, ça devient le droit du malade, mais en même temps, il y a la solidarité qui est les deux critères médicaux et qui sont d'évaluation médicale. C'est le médecin qui dit j'arrive plus à vous soulager. Et c'est le médecin qui dit pronostic vital est engagé à court terme. Je vous fais grâce de ma comparaison habituelle avec entre Prométhée qui conquiert le feu des dieux et qui est la médecine moderne et technique et qui malheureusement finit sur son rocher puni, et les médecins qui pensent qu'ils peuvent sauver les vies et ne peuvent et qui sont un peu des dieux vivants, sont punis. Un jour ou l'autre, ils sont punis, ne serait-ce que parce qu'ils constatent que le mur de la mort ne peut pas être franchi, et qu'un jour ou l'autre, le malade qu'ils ont sauvé 10 fois, la 11e fois, c'est la mort qui gagne, ou plutôt c'est l'évolution de la vie qui gagne. Et puis la comparaison que j'aime bien avec Ulysse, qui un jour arrive dans une île, qui est l'île de Calypso. L'île de Calypso, il y a une très très belle femme. Voilà. Elle est très jeune, elle est très belle. Elle s'appelle Calypso. Voilà. Et elle tombe amoureuse de Ulysse. Parce que dans l'Antiquité grecque, ils savaient les dieux et les vivants, ça se mélange. Hein. Voilà. Quand je dis ça, il y a toujours un type qui me dit, et dans le christianisme, Dieu fait homme, c'est pas un petit mélange entre... Bon, ok, d'accord. Donc toujours est-il que dans la Grèce antique, Calypso tombe amoureuse d'Ulysse, Ulysse tombe amoureux de Calypso. C'est pas bien parce qu'il y a Pénélope qui attend à la maison, mais enfin, bon. Toujours est-il qu'ils vivent un bonheur parfait, et ça s'arrange à la fin, vous allez voir. Ils vivent un bonheur parfait de 7 ans. 7 ans qui était déjà le chiffre qui voulait dire que ça durait très 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 longtemps. Et puis un jour, et c'est toujours comme ça que l'amour-passion meurt d'ailleurs, c'est un petit grain de sable qui vient se mettre, et elle lui propose de devenir immortel, et de garder éternellement la jeunesse. Et Ulysse dit non. Voilà, donc on peut se poser la question pourquoi il dit non, parce que finalement... Pénélope qui attend, elle n'a pas tout à fait le même âge que la jeune femme qui est dans ses bras, et en même temps, elle lui propose de ne pas mourir. Et Homère dit que Ulysse se met sur le rivage, regarde sa terre patrie et la mort qui va avec, et veut rentrer chez lui. Voilà. Donc Ulysse dit « Je suis un homme et je veux mourir ». Voilà, en fait. Et je ne veux pas devenir un dieu. Et donc Camus a une belle interprétation que Rico connaît bien, et qui dit que nous avons oublié la fierté, qui est la fidélité à nos limites. Fierté, fidélité à nos limites. Ça veut dire qu'il faut être fier d'être homme, voilà. Et que malheureusement, cette fierté, elle est basée sur notre vulnérabilité et sur notre finitude. Et que c'est parce que nous sommes destinés à mourir que nous sommes des hommes, et nous devons en tirer à la fois une fierté, une modestie. Fierté parce que nous sommes des hommes et que nous le savons, et c'est notre force, je dirais, même vis-à-vis des dieux. Et puis en même temps modestie pour les médecins. Non, nous ne sommes pas Prométhée, nous sommes plutôt Ulysse. Et peut-être qu'en étant Ulysse, on peut devenir plus humain et accompagner mieux l'ensemble de la vie qui en fait une destinée, plutôt que d'essayer de sauver la vie à tout prix, ce que nous n'arriverons jamais à faire dans le fantasme d'une société qui nous demandera toujours plus. Merci à vous tous de votre attention, et pardon d'avoir un peu dépassé l'horaire.